Les premiers explorateurs sont persuadés que le Bapouane est construit sur une colline, un phnom, comme il en existe beaucoup au Cambodge. Les archéologues leur donneront tort. Cette colline est totalement artificielle. Mais pourquoi les Angkoriens ont-ils entrepris ces travaux herculéens? Les temples montagnes, le Bapouane, Angkor Wat, sont l'expression architecturale de la vision du monde des rois khmers. Cette montagne représente le mont sacré du Mérou, la demeure des dieux, le centre de l'univers. L'espace du temple s'organise autour de cet Olympe. La succession des enceintes symbolise les massifs montagneux. Les douves représentent l'océan. Si le symbole de la montagne n'est pas nouveau, le Bapouane innove en matière de construction. Jusque-là, les temples étaient plutôt construits en briques. Progressivement, les Khmers y ont intégré des éléments de latérite et du grès. Dans une civilisation encore largement dominée par le bois, la construction du Bapouane est une révolution technique. Une stèle date l'événement et raconte qu'au XIe siècle, le roi Udayaditya-Varman II érigea un linga d'or au sommet d'une montagne d'or, le Bapouane. C'est le premier monument entièrement construit en grès de cette taille. C'est le premier monument sur lequel on généralise l'utilisation de la galerie, non sans certaines erreurs. On voit bien qu'il y a des tâtonnements. On a en fait une architecture qui, si elle privilégie l'utilisation de la pierre, semble être réalisée par des maîtres d'œuvre qui n'ont pas forcément toute la confiance nécessaire en la pierre et qui continuent d'avoir confiance au bois. Et ainsi, il est assez curieux de voir que dans le Bapouane, on trouve encore des traces d'utilisation de poutres en bois qui étaient censées compléter les défaillances d'une architecture de pierre, ce qui est plutôt surprenant. Mais donc on sent qu'on a des tâtonnements, mais par contre on sent une réelle envie de grandeur. Chantier pharaonique, la construction du Bapouane exige une main-d'œuvre colossale. Il faut créer une colline artificielle, en amoncelant d'énormes quantités de sable. Innovation. Les murs sont constitués de 2 épaisseurs de pierre posées simplement les unes contre les autres. Une première en latérite, la seconde en grès, qui sera sculptée. En l'absence de mortier, comment les murs du Bapouane pourraient-ils tenir? C'est-à-dire que les pierres, en fait, sont non seulement posées les unes contre les autres, mais leurs surfaces en contact sont même rodées, de façon à réduire au strict minimum l'épaisseur des joints. Ça améliore d'une part la cohésion de l'édifice, mais ça a aussi un effet, c'est que finalement, si les pierres sont bien rodées, le joint disparaît et probablement qu'on souhaitait ainsi reconstituer le rocher originel sans montrer les différentes traces d'appareillage et d'assemblage. Alors, ça a été utilisé généralement pour toutes les maçonneries angkoriennes, avec par endroits des éléments stabilisateurs qui sont des sortes de clés qui sont positionnées à des endroits très opportuns sur les assises et qui améliorent la cohésion d'une assise donnée. Mais en fait, on se retrouve dans la position de refaire les mêmes gestes finalement, certes mécanisés d'une façon plus moderne, mais à peu près les mêmes gestes que ceux qui ont été réalisés dans les années 1100, on dira. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte des problèmes auxquels ont été confrontés les maçons à l'époque. Comme toujours, quand on innove, les bâtisseurs rencontrent des difficultés imprévues. Face aux pluies de mousson, le drainage se révèle insuffisant. En infiltrant le sable au cœur de l'édifice, l'eau provoque de redoutables pressions contre les murs. Des murs bien trop minces pour la hauteur du monument. La construction n'est pas achevée que déjà, des failles menacent l'édifice. Ce qui a conduit les maçons à s'adapter et à construire des socles en fait qui sont des butées de sécurité dans l'urgence, qui sont ces énormes massifs de grès que l'on voit et qui sont placés à des endroits très stratégiques puisqu'en fait ils sont en butée contre les angles et permettent de maintenir ces angles. Pour intégrer harmonieusement ces butées de soutènement au temple, les bâtisseurs du Bapouane leur ont donné l'allure d'escalier qui ne mène nulle part. Mais les difficultés rencontrées sur le chantier du Bapouane vont permettre d'accroître les connaissances techniques. Quelques décennies plus tard, sur le chantier d'Angkor Wat, cette mémoire s'est transmise. D'emblée, les butées de soutènement ont été intégrées au plan de l'édifice et dissimulées habilement par des escaliers ornementaux.
C'est sans doute la raison pour laquelle Angkor Wat a mieux résisté aux outrages du temps que le Baphuon. Usé par la chaleur, lessivé par les pluies diluviennes, encore les pierres se déchaussent, les bas-reliefs s'estompent, les façades se lézardent et s'effondrent. Paradoxe, une fois que la végétation s'est immiscée entre les blocs de pierre, elle en maintient la cohésion. Le débroussaillement du Baphuon par Komai aura donc un effet dévastateur. Privé de ce corset de racines et de lianes, le temple n'a jamais été aussi fragile. En 1916, le successeur de Komai est un architecte, Henry Marshall. Sa tâche est immense, protéger les temples contre le temps qui ne respecte rien, contre les pillards aussi. Dès sa prise de fonction, il se rend en Baphuon et consigne ses observations dans le journal de fouilles. J'ai entrepris les premiers travaux du Baphuon, aujourd'hui dans un état si lamentable à cause des écroulements successifs qui se sont produits dans les parties hautes. Marshall ne sait pas que cet interminable chantier occupera 40 ans de sa vie. 40 années à colmater les brèches avec des moyens rudimentaires. Et quand le sort s'acharne, la monotonie des fissures et des éboulements est parfois rompue par une véritable catastrophe. Au Cambodge, la mousson peut être d'une violence inouïe. En une nuit, le déluge qui s'abat sur le Baphuon détruit les 3 étages de l'angle nord-est. Pire, c'est maintenant l'ensemble de l'édifice qui menace de s'effondrer. Marshall part au plus urgent, consolidant ce qui peut être encore sauvé. Et c'est certainement cet effondrement qui devient l'acte fondateur d'une réflexion sur la stabilité du Baphuon, sur la nécessité d'œuvrer de façon à interrompre le processus de ruine qui allait de plus en plus vite sur ce monument. Curieusement, au Bantai Srey, qui a aujourd'hui retrouvé sa dentelle de grès rose, une véritable révolution va s'opérer. À l'écart des principaux sites d'Angkor, les vestiges du Bantai Srey en ruine étaient laissés à la jungle. Jusqu'aux années 1920 où un jeune écrivain nommé André Malraux y dérobe 2 bas-reliefs. L'affaire a un tel retentissement que Marshall décide de s'attaquer à la restauration du petit temple. Mais cette fois, en appliquant une méthode nouvelle, l'anastylose. Utilisée par les archéologues hollandais sur les temples indonésiens, l'anastylose consiste à démonter le temple pierre par pierre et à le remonter après en avoir consolidé les assises avec du béton armé. La restauration du Bantai Srey est une réussite. Pour Marshall, il est désormais clair que seule l'anastylose pourra sauver le Baphuon. Il en demandera sans relâche les moyens matériels et humains. En vain. Et quand l'âge de la retraite vient arracher le conservateur à son travail, Henry Marshall décide de rester vivre encore auprès de ces temples auxquels il a donné sa vie, entouré par sa famille cambodgienne.